Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à ce deuxième numéro de Agora. Ce numéro aujourd'hui qui reçoit un invité assez spécial puisque multidimensionnel, le docteur Mansour Ndiaye, socio-anthropologue et sorti de l'université de Sorbonne, que nous allons recevoir aujourd'hui et interroger sur des questions liées à la société, liées à la vie, à la société et des questions connexes. Docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous aussi, bonjour à tous les téléspectateurs de Dofit TV qui nous suivent. Alors, docteur, nous avons constaté au cours de ces dernières années, au cours de ces mois, une montée de la violence au Sénégal. Est-ce à dire que l'éducation au sein de la famille a échoué? Ou bien, pour ne pas avant d'en arriver, quel regard jetez-vous sur la résurgence de la violence au Sénégal? Oui, merci pour cette question pertinente. Mais je pense que la réponse va être un peu complexe parce qu'il y a la partie visible de l'iceberg que les gens voient, mais il y a une partie immergée. Parce qu'en fait, toute société, c'est une société en mutation. Nous, notre société, c'était une société basée sur l'être. C'est la naissance qui déterminait la place de la personne. Et même quand on voit la structure familiale, la notion de Nijaï et de Djarbat, ça veut dire que c'est une notion un peu complexe. Le Nijaï, il avait le pouvoir de vendre même le fils de sa sœur. Et lui, il devient son Djarbat. Il pouvait mettre une corde autour de sa cou et aller la vendre. Donc c'est ce qu'on appelle les cousins parallèles. Donc il y avait une proximité réelle au sein de la famille qui faisait que tout était une. Maintenant, il y a eu l'influence coloniale qui est venue, il y a aussi l'influence islamique. Et cette société d'être a commencé à avoir une mutation, où ce n'est plus la naissance qui détermine la place de l'individu dans la société, mais c'est l'avoir qui le détermine. Et ce qui a replongé ce processus, l'a accentué, c'est au lendemain des programmes d'ajustement structurel. Les classes ne viennent plus, c'est à partir de la naissance. Parce que c'est à partir de la naissance qu'on disait, là ce sont des gnénios, là ce sont des guerres. Et c'était une division sociale du travail, où le forgeron, il travaille avec des bois morts ou de la peau morte. Les guéouls, c'est en fait quand on met le guéou, ça veut dire que l'agora, la place du guéou, et en fait c'est eux qui prenaient la parole. Et il y avait le forgeron qui travaillait avec le feu, la puissance destructrice. Et on avait interdit à ces personnes qui travaillent avec un peu des essences de la mort, du feu, du bois mort, de la peau morte, de toucher le sol ou la pêche ou de faire l'élevage. Donc, ce qui a amené ceux qui travaillaient sur la pêche, l'élevage, l'agriculture, et des autres, les gens qu'on appelait castés, qui travaillaient soit avec la peau morte, moi les forgerons, les woudés, tout ça, ou avec le bois mort, moi tegue, tout ça. Et c'était cette division sociale du travail. Maintenant, c'était basé sur l'être, c'était basé sur la naissance. Mais avec la colonisation et accéléré par le programme d'ajustement structurel, on assiste à une remutation de la société sénégalaise. On passe d'une société d'être vers une société d'avoir. Maintenant, ce n'est plus la naissance qui détermine la place de la société, mais maintenant c'est l'avoir. Et la violence va être une conséquence de ce processus. Parce qu'en fait, c'est un pays qui n'est pas assez riche, même si le sol il est riche, mais le pays n'est pas assez riche. Donc le minimum d'avoir qu'on a va être concentré sur une minorité de la population, alors que la majorité va être dans l'extrême. Et ce qui fait que ceux qui vivaient dans un espace bien déterminé, à Dakar, on va les amener vers des régions beaucoup plus grandes, à Grand Dakar, et on a vu que les premières doses de violence, c'était dans la notion de Grand Dakar.
Maintenant, après, à Médine, à la Médina, quand il y a une population, ils ont été développés vers Grand Médine, ce qui a amené le deuxième foyer de violence se trouver à Grand Médine. Maintenant, beaucoup de violence se trouve à Yoff où on l'a déplacé vers Grand Yoff. Donc, c'est nous les sociologues, anthropologues, on voit ce phénomène à partir de ça pour voir que c'est une violence qui vient vers la recherche effrénée donc de deux classes sociales distinctes. Maintenant, les plus grands foyers de violence, on les voit dans la notion de banlieue. Ça veut dire que s'il y a un centre, il y a des personnes qui vont vivre là-bas avec une certaine autonomie, une certaine luxure, et maintenant d'autres vont être déplacés dans des lieux de bannissement, qu'on appelle la banlieue, lieu de bannissement. Et ce qui fait que quand vous entrez en banlieue, on vous voit comme un étranger par rapport à ça. Et donc, les foyers de violence vont se développer aujourd'hui dans les notions de banlieue. On voit aussi qu'au sein des familles, le père de famille, il avait la notion d'avoir ce pouvoir-là. Et automatiquement, on a vu des femmes chefs de ménage qui commencent à graviter autour de ça. Et les recompositions sociales vont être remises en question. Donc, la stabilité au sein de la société, au sein de la famille est remise en question par rapport à cette notion d'avoir et d'être. Et ce qui fait que la violence va être une conséquence même de cette recherche effrénée par rapport à la place sociale. Je dirais plus qu'il y a, comme Marx le disait, la lutte des classes, mais je dirais la lutte des places. On peut dire que c'est la remise en cause de l'organisation sociétale avec l'évolution. Maintenant, c'est pourquoi on a vu qu'il y a encore une recrudescence, comme vous l'avez dit, c'est le Covid. Il est venu encore creuser ces écarts sociaux. Ce n'est plus qu'il y a la pauvreté ni la richesse, mais c'est que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Les riches deviennent de plus en plus riches. Et cet écart social-là, il faut la réduire. Si on ne réduit pas ces écarts sociaux, ceux qui vont être dans les places moins défavorisées vont essayer de rejoindre la place favorisée. Et on voit que l'école ne pourvoit plus à ça. C'est ce qui amène qu'il faut sortir maintenant. Qu'il faut sortir de la sphère sociale parce que l'ascenseur social est en panne. La sphère sociale, il faut la sortir. C'est ce qui amène la fameuse notion de Barça et de Barsaq. Vous pouvez tout faire. Les gouvernements peuvent tout faire, mais ils ne vont pas réussir à résoudre ce problème si les distances sociales, si les écarts sociaux sont toujours maintenus. Et moi, je l'ai toujours maintenu et je le dirai toujours. Mais vous pouvez amener des programmes destinés à ces jeunes, vous ne réglez pas le problème parce que l'ascenseur social est en panne. Ils sont obligés de sortir de la sphère pour redevenir riches, Et pourtant, ils le disent, moi je pars. Même si je meurs, c'est pour l'honneur de ma famille. Alors, l'ascenseur social en panne, est-ce à dire que c'est l'échec de l'éducation scolaire et l'éducation sociétale? Vous avez touché le bon bout. Vous avez touché là il fallait. Pourquoi l'ascenseur social est en panne? Parce que l'école était pourvoyeuse de personnes qui devaient diriger. Mais l'école, quand on la mettait en place avec le programme, c'était destiné à des commis. Les commis, ça veut dire que des colonialistes qui pouvaient gérer certains aspects courants. Mais voyez, il y a beaucoup de choses qui sont dans le programme qu'on apprend et que les jeunes n'en veulent pas. Combien de personnes arrivent au bac? Ils vont à l'université, mais ils se basent sur quoi pour être orientés? Sur les filières. Certains disent banque, finance, ça m'intéresse, d'autres en ne sachant pas que ce sont des facteurs, des secteurs qui n'embauchent pas. Et on t'apprend, moi, j'ai une école de formation en logistique. Je reçois des gens qui ont le master 2 en anglais, en sciences politiques, en droit, mais ils ne trouvent pas. Et ils vont vers une reconversion pour faire des métiers pour le gaz et le pétrole, ce qu'ils ont besoin, des personnes qui conduisent les chariots, des personnes qui conduisent les porte-conteneurs. Ça veut dire qu'en fait, ce que l'école nous donne et ce que la société a besoin dans son processus de développement, il y a un hiatus. Ça veut dire qu'il n'y a pas une corrélation. Et là, ce sont des milliards qui sont perdus.
On met à l'université et sur les étudiants les bourses des milliards et on voit qu'il n'y a même pas 5% qui réussissent. Les 85-15%, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est le système, il n'est pas adapté. Il y a l'autre chose, pourquoi l'échec scolaire, ils ne vont même plus jusqu'au bac? Parce qu'en fait, nous, dans notre société, on réfléchit par rapport à notre langue nationale. Et on parle avec la langue des autres. Il va y avoir un écart entre moi, ce que je dis, et toi, ce que tu comprends. Donc, il y a déjà un écart de communication qui se met à travers l'école. Et j'ai dit et je maintiens que faire l'école par rapport à notre langue, les langues nationales, c'est beaucoup plus perfectible que les appeler par la langue étrangère. Et pour raison, quelqu'un que tu apprends en mathématiques, en français, il va dire 1, 2, 3, 4, 5. Ils n'ont pas encore fait de mathématiques. On prend d'autres noms. Oui. Jusqu'à 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui. Et à partir de 16, ils commencent à faire les maths. 10 et 7, 10 et 8, 10 et 9. C'est à partir de 17. Alors que nous, dans notre langue nationale, ben, ñaar, ñett, ñeent, juróom, et on commence à faire les mathématiques. Juróom, ben, juróom, ñaar, juróom, ñett. Et donc, les apprendre les mathématiques, la technologie à travers notre langue nationale, c'est beaucoup plus favorisant que les apprendre par rapport à d'autres langues. Et ce qui fait qu'il y a une des raisons de l'échec scolaire. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Moussa Ndiaye, docteur socio... Mansour Ndiaye, docteur socio-anthropologie sorti de l'université de Sorbonne. Alors, au-delà de ça, docteur, d'autres personnes ont désigné du doigt la responsabilité des réseaux sociaux. Est-ce vraiment le cas? Oui, comme j'ai dit, les réseaux sociaux vont avoir un aspect positif, mais ils peuvent avoir des aspects négatifs. Le tout, c'est de l'encadrer. Mais qui doit l'encadrer? Le parent, à l'école, on a le rôle, parce que y a sur certains réseaux sociaux, on peut avoir des bases éducatives, que les gens, le e-learning, on peut l'avoir par rapport à l'Internet. On peut avoir le e-jangmi, tout ça, on peut l'utiliser à de bons escients. Il y a quelqu'un qui avait dit, ce n'est pas parce qu'un marteau aura servi d'arme à un charpentier pour assassiner une vieille dame que l'on serait autorisé à dire que le marteau est une arme. Le marteau a été utilisé comme arme, mais c'est un outil de travail. Tout à fait. Donc c'est la façon dont on doit l'utiliser, on doit l'encadrer. Mais qui doit l'encadrer? Le gouvernement a sa part de responsabilité. L'État, les politiques, ils ont le sens de responsabilité dessus. Mais la famille aussi, ils ont le sens de responsabilité. Quand on voit que la famille est disloquée, ils ne se parlent plus. Quand ils ne se parlent plus, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication. Maintenant, les enfants vont être dans le monde à part. Et dans ce monde à part, on va essayer de se réjouir, de voir tout ce que tu avais manqué dans la famille. Et la famille était une famille de concession. C'était une grande famille. Mais maintenant, on commence, avec le monde de la voix, à nucléariser cette notion de famille. On quitte la famille africaine qui était large, qui permettait de résoudre tous les mécanismes de distanciation sociale, qui permettrait de rééquilibrer la société avec la famille africaine. Mais maintenant, on se projette avec la famille nucléaire et là, les problèmes se posent. 60% des mariages arrivent au divorce. 40% avant même 1 an. Et les derniers sondages, 20% des mariages avant même 1 semaine ou 2 semaines arrivent au divorce. Est-ce à dire que c'est ce nouveau monde à part là, cette dislocation de la famille sénégalaise à l'interne qui a conduit à l'émergence d'un nouveau type de Sénégalais, l'homo-sénégalais, d'un nouveau type de Sénégalais? Oui, comme je dis, moi je ne serais pas d'accord pour dire qu'il y a un nouveau type. Il y a un seul type de Sénégalais, mais ce sont les référents qui diffèrent. Parce qu'en fait, nous, on a été étudiés par rapport à l'école. Il y a le référent occidental. On a notre référent traditionnel. Il y a le référent de l'islam aussi. Nous, on a l'habitude, les vendredis, on porte des habits. Oui, moi, j'ai dit, quelle est la corrélation entre ces habits-là et le vendredi? On m'a dit, non, non, j'ai dit, non, il faut faire attention.
là sont des habits tchèdo. C'est des habits traditionnels. Avant que nous, on se mette à l'islam. Et que les tchèdos, quand on voyait leurs habits, maintenant, eux, ils portaient des grands boubous, mais ils portaient un truc au milieu. Mais quand ils sont devenus musulmans, ils ne le nouaient plus, mais ils le mettent ici. Mais c'est le même habit. Donc, on fait cette confusion. Il y a une part de l'influence islamique, il y a une part de l'influence traditionnelle, il y a une part de l'influence moderne. Mais maintenant, chacun avec son goût, qu'est-ce qu'il va avoir? 80%, 10% ici, 10% là? Ou bien 70% là, 20% ici, 10% là? Ce sont les référents qui changent. Et avec cette mutation, on voit que dans la société, les référents vont être distendus. Par rapport au mariage, on vous dit que c'est l'homme qui doit pourvoir à ça parce que l'islam le dit. Mais par rapport au divorce, quand il y a, on se retrouve, on va au tribunal. Ce n'est pas les mêmes mécanismes qui ont fait le mariage qui vont faire le divorce. Vous voyez, en fait, ce sont les référents qui sont multiples et qui ne sont pas assez stabilisés. C'est ce qui fait, c'est une société en mutation. Et que cette mutation a été accélérée par les programmes d'ajustement structurel et aujourd'hui mis à KO par le Covid-19. Et comme je le dis, par le plan Sénégal émergent, qui se veut un plan qui se veut endogène, mais qui en réalité c'est un plan exogène. Parce que nos richesses sont toujours... Il y a une fuite des capitaux, il y a une fuite aussi des cerveaux. Parce qu'en fait, les personnes à qui on donne les bourses, tout ça, les Français, ils ne sont pas fous. Ils donnent la bourse à ceux qui ont des mentions. Donc, c'est la crème de la société sénégalaise qui part en Europe, aux États-Unis. Et qui part, on leur donne de ces salaires qui ne permettent pas de revenir. Heureusement, M. Wade avait fait un programme pour le retour des jeunes. Mais quand il revenait aussi, il ne trouvait pas ce dont il voulait réellement. Donc, leur insertion a été difficile. Certains sont obligés de repartir. Il y a la fuite des capitaux, il y a la fuite des cerveaux, ce qui reste de peu est accaparé par une minorité. Et que donc la majorité se cherche toujours. Et ce qui fait, comme je le disais, la notion de Barça et de Barsaq, la notion de violence, l'école ne fait plus office. Parce que vous allez à l'école, vous vous cassez la tête, vous apprenez... Jour et nuit, il y a quelqu'un qui va aller vers son petit banana, son petit commerce, fait son bout de chemin, en marchand ambulant, une petite boutique, une boutique qui part à l'étranger, qui achète, qui revient, maintenant qui accède à des choses que vous avez fait l'école, vous n'accédez pas, les gens vont commencer à un peu remettre en cause l'école comme ascenseur social. Tout à fait. Alors, mais docteur, face à une situation pareille, où on assiste à l'échec, vous l'avez dit, de l'école. Vous vous cassez les dents, vous allez à l'école, vous travaillez, mais le résultat escompté n'arrive pas. Alors, face à une telle situation, l'enseignement religieux n'est-il pas la clé pour la construction d'un nouveau type de citoyen? Je pense que dès le début, quand l'islam était venu avec les tchèdos, ils n'avaient pas du mal à se convertir. Parce que les mêmes principes que développait le tchèdo, c'est les mêmes principes qu'ont développé l'islam. Quand vous regardez la société tchèdo, société d'accaparement, tout ça, on voit. Parce que le tchèdo, il disait que moi, je ne vais pas mentir. Parce que j'ai peur de personne pour mentir. Et que l'islam est venu, il dit que le mensonge n'est pas bien. Le tchèdo, qu'est-ce qu'il disait? Quand je disais tchèdo, c'est en général une figure emblématique, mais c'est tout ce qui est traditionnel. Qu'est-ce qu'il disait? Que moi, je ne vais pas aller m'associer avec une femme qui n'est pas ma propre femme, parce que je peux avoir un enfant. Et que cet enfant, je ne vais pas le reconnaître. Quand il sera en face d'un enfant que j'ai reconnu, l'un ne pourra rien par rapport à l'autre. Et moi, je ne veux pas de ça. Je veux toujours la domination. Et donc, ce qui fait que c'était le principe du tchèdo. Et c'était des principes positifs que l'islam est venu pour dire que faut pas faire l'adultère, faut pas faire ceci. Et donc, les tchèdos se sont convertis à l'islam de manière facile. Donc, il y avait une symbiose dans cette société traditionnelle et la religion islamique. Mais quand la société occidentale est venue, elle est partie aux antipodes. Parce que nous, cette société, c'est une société socio-centrée. La société socio-centrée, c'est que c'est le tout qui détermine le comportement de l'individu.
L'individu ne peut pas faire ce qu'il veut. Et on disait même qu'un enfant ne doit pas être trop beau ni trop vilain. Il faut être au milieu. Et que voyez quelqu'un qui est trop beau, on va dire que vous rencontrez vers Timis une femme qui est très belle, on va dire Gisna Djinné. Quand tu vois une personne trop vilaine vers Timis, Gisna Dem. Les notions de djinn et de dem, ce sont des constructions sociales pour dire que nous, on est sociocentrés, on a une image, on a une partie à remplir. Et que ce n'est pas l'individu qui la détermine, c'est la société. De l'autre antipode, la société européenne, c'est une société qui n'est pas sociocentrée. En fait, c'est la société individualiste, où c'est l'individu qui va imposer à l'homme ce qu'il doit faire. C'est ce qui amène leur marche progressive aussi. On remet en cause tout et on va de petit à petit vers de nouvelles choses, de nouvelles. Donc, c'est l'individu qui va imprimer à la société ce qu'il veut. Exemple, par rapport à l'alimentation, qui est un fait social total. On a dit que tu veux connaître une société, étudie son alimentation. Nous, notre alimentation, c'était autour d'un bol de riz. Tout le monde mettait la main. On disait que c'est une société socio-centrée. Mais tu n'avais pas le droit de tout faire. Tu dois maîtriser ton regard. Tu ne regardes pas les autres. Quand tu regardes Ampateba, Amkoule, l'enfant Peul et Samba Diallo, c'était des règles qui étaient là. Tu devais apprendre à maîtriser tes pieds. Tu ne dois pas t'asseoir comme tu veux. Tu dois apprendre à maîtriser ta main. Tu ne dois pas aller au milieu du riz. On t'apprend à ne pas voler, à ne pas faire ceci, à ne pas aller ce que tu veux. Tu ne dois pas parler. On t'apprend à maîtriser ta langue. Et quand tu respectes toutes les règles de la société te récompense. C'est parce qu'à la fin, le chef de famille va prendre un petit bout de morceau partout, on te le met. Mais quand tu ne respectes pas les règles, on te donne un coup, tu pars. Mais dans la société individualiste, tout est là, mais chacun avec son plat. On individualise. On a fait ce qu'on appelle le fast-food. Il faut manger rapidement. Parce que dans le temps, il est compté. Le temps, il est compté. En fait, c'est une ligne de temps. Le temps n'est pas cyclique. Le temps, il est linéaire. Alors que chez nous, le temps, il est cyclique. Même quand on le perd, on peut le remplacer. Moi, quand tu dis un gamou ou bien une cérémonie va commencer à 11h, ils vont venir vers 12h, 13h. Oui. Parce que dans la conception du temps, le temps est linéaire, est cyclique. On peut le perdre, on peut le rattraper. Donc, on n'a pas besoin de nous stresser comme ça. Oui. Donc, c'était une société non stressante. Alors que de l'autre côté, c'est une société stressante où il y a eu beaucoup de certains phénomènes qu'on appelle les personnes qui se tuaient eux-mêmes. Tout à fait, oui. Et ça, c'était un phénomène qui vient récemment de venir parce qu'il y a cette société individualiste qui tend à pénétrer dans notre société parce que c'est plus basé sur l'être, mais c'est un peu basé sur l'avoir. Et quand c'est basé sur l'avoir, c'est la recherche effréné de l'individu qui va chercher son avoir, qui va déterminer. Et ce qui fait les mécanismes antérieurs sont remis à question, on va vers d'autres mécanismes alors que ce ne sont pas les bons. Comme vous le dites, l'enseignement religieux, il te repousse vers ces mécanismes traditionnels, vers des mécanismes de solidarité. Et ce qui fait que même quelqu'un, quand il est riche, il est pauvre, on ne va pas le sentir au sein de la société. Parce qu'il y a des mécanismes d'entraide qui sont là. Personne n'est solitaire. Donc la violence est résolue dès le début. Parce qu'il y a une organisation sociale. Et ça, ce sont des sociétés qui étaient stables. Mais quand vous voulez aller vers l'avoir, la société devient instable. Et ce qui fait que, voilà, on est à cette situation-là. Vous avez parlé tout de suite, là, au cours de votre intervention, de Gamou, de Magal, etc. On note au Sénégal cet esprit confrérique-là. Mais bon, c'est cet esprit confrérique-là qui a été un puissant facteur de stabilisation sociale, paradoxalement. Cet islam-là, au lieu de diviser les Sénégalais, au lieu de conduire à des mouvements de rébellion, au lieu de défiance, cet islam confrérique-là a été un facteur et continue d'être un facteur de cohésion, d'unité sociale et de stabilité. Regarde ce qui se passe à côté de nos voisins. Alors qu'ailleurs, c'est les djihadistes, c'est tout. Mais Mali, qu'est-ce qu'il explique sous votre angle? À Boko Haram, au Nigeria. En fait, il y a un grand penseur. Parce que nous, quand on parle des penseurs, on va aller trop loin.
On va dire Napoléon a dit, Apollon a dit. Mais il y a Cheikh Ahmed Tidiane Sy qui a dit, ne sous-estimez pas les confréries. Les confréries, ce sont des clubs mystiques où l'on forme perpétuellement les athlètes de la religion. Et en fait, si ce n'était pas les confréries, le Sénégal allait rejoindre un cas de violence extrême par rapport aux distanciations sociales. Malheureusement, heureusement, il y a toujours des mécanismes réducteurs de ces violences. Même si la famille elle est divisée, l'acteur confrérique va essayer de regrouper tous les autres au sein d'un seul idéal. Et c'est ce qu'a réussi à faire Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est ce qu'a réussi à faire Seydi Hadji Malick Sy. Ils ont essayé de retrouver l'ensemble de ces personnes sous une bannière islamique, mais suivant des préceptes qui vont venir refaire vivre les mécanismes de solidarité. Quand vous voyez dans les Magal, il y a ces mécanismes de solidarité. Quand vous voyez son famille mouride, dans la communauté mouride, vous commencez, vous n'avez rien à faire, on va t'aider, tu vas devenir ambulant. Celui qui a un grand magasin va t'aider jusqu'à que tu puisses le rejoindre. Et quand vous le rejoignez, vous allez beaucoup plus participer au Hadia qui va faire développer la communauté. En fait, ce sont ces mécanismes où même quand les violences vont toucher leur extrême, et c'est ce qu'on a voulu voir avec l'affaire Adji Sarr et Sonko, il y a un niveau où si ce n'était pas les religieux, ils sont intervenus en faisant la médiation. Et je pense que c'est à cause de leur médiation que les populations sont revenues en arrière. Donc ce sont des phénomènes qu'ils ne font pas sous-estimer. Même dans toute société, il va y avoir des dérives. Certains vont essayer de mettre certains marabouts à certains niveaux. Donc tout ça sont des dérives individuelles. Mais collectivement, en fait, ce sont des mécanismes de solidarité sociale autour d'un idéal où il y a une personne qui dirige, qui dit il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela, et qu'on écoute. Donc on écoute beaucoup plus le religieux que par rapport à ces politiques. Parce que les jeunes n'ont plus les référents par rapport à ces politiques. Parce qu'il y a déjà le phénomène du wah-wahet, qui n'est pas un phénomène sénégalais. Tu peux tout faire, mais quand tu fais j'ai dit ça, maintenant je me dis j'ai dit ça, c'est-à-dire on ne fait plus confiance. Parce que ce sont des principes traditionnels qui sont ancrés dans notre racine. Et il ne faut pas y bannir, il ne faut pas y revenir. Donc c'est pourquoi on ne fait plus confiance à ces politiciens. Parce qu'ils ont ce langage facile par rapport à dire quelque chose et ne pas le faire. Alors, au plan international, on a noté l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan. Est-ce à dire que, même à ce niveau aussi, la solution, c'est la doctrine religieuse? Mais je pense aussi qu'on a déjà assez stabilisé par rapport à un modèle. Même s'il n'est pas le modèle idéal, c'est un modèle qui peut permettre de stabiliser certaines sociétés par rapport à l'évolution qu'on appelle la démocratie. La démocratie n'est rien d'autre que le pouvoir du peuple. Pour le peuple et par le peuple. Mais l'islam part au-delà de la démocratie, c'est ce qu'on ne retient pas. La démocratie, c'est vous amener une question, 70% sont pour, 30% sont contre, on dit que ce sont les 70% qui le remportent. C'est ça la démocratie, avec le système de vote. Mais l'islam, il a toujours voulu mettre en avant le système du consensus. 70% sont pour, 30% sont contre, mais essayons de retrouver un terrain d'attente où les 100 vont se retrouver. Des plages de convergence. Ce sont des plages de convergence que l'islam a mis. Mais comme on n'est pas allé vers cet idéal, on a déjà ce qu'on appelle la démocratie. Mais ce qui va intéresser, ce n'est pas que les religieux soient au pouvoir, mais que des personnes animées par une foi religieuse, qui, une fois seront au pouvoir, ne vont plus remettre en cause ce mécanisme que je dis qui était ancré, qui est le phénomène du wah-wahet. On veut des politiciens qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent et qu'on ne voit pas. Et que je pense que les religieux qui vont plus se baser par rapport à ce qu'a dit la charia ou la loi islamique, parce qu'on n'est pas encore assez à ce niveau, parce qu'au Sénégal aussi on dit que c'est laïque. Il n'y a pas seulement des musulmans, il y a d'autres confréries et on a réussi à vivre avec eux.
Parce que le débat islamo-chrétien, c'est un phénomène aussi que quand ça fait boum, on ne peut pas le retenir. Et déjà, ça a été retenu au Sénégal. Avec le duo Cheikh Ahmed Tidiane Sy, Senghor, Serigne Babacar Sy, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, ils ont réussi à stabiliser ça. Cette stabilité, il ne faut pas y revenir. Il faut essayer maintenant, c'est stable, il faut construire dessus. Mais construire dessus, il faut des hommes, que ce soit d'obédience religieuse ou non, mais qu'ils soient animés par une foi. Vous avez vu Barthélemy, il n'est pas musulman. Il se présente pour Dakar, vous avez à son investiture. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues pour le soutenir. Ce n'est pas la religion en tant que telle qui va intéresser, mais c'est les préceptes que dit la religion. Que ce soit de l'islam, du christianisme, il y a des préceptes qui sont là et qui ont toujours fait le fondement de nos sociétés traditionnelles, comme je dis que la société religieuse est venue conforter. Et que même la société occidentale, qui est basée sur le système judéo-chrétien, est venue conforter. C'est le système de voir de l'éthique, de voir de la persévérance dans ce que tu dis, parce que vous êtes appelé à diriger. Parce que c'est le pouvoir du peuple par le peuple, et pour le peuple, mais le peuple ne peut pas diriger. Le peuple va déléguer à une partie du peuple. Ça veut dire que et ce pouvoir-là, on n'a pas voulu que même le peuple le délègue à une seule partie. Le peuple va le diviser en 3. Il va donner une au pouvoir exécutif, vous dire que vous n'exécutez que ce que l'Agora ou l'Assemblée nationale aura décidé. Et ça va être le pouvoir parlementaire. Et on dit en cas de conflit entre vous deux, on met en place un pouvoir religieux qui va permettre un pouvoir judiciaire qui va permettre de régler le problème. Donc d'où la nécessité de cette démocratie-là. Mais un peu on l'a déphasé. Parce que la démocratie, c'était le système de division du pouvoir. Soit c'est un régime présidentiel, soit c'est un régime parlementaire. Quand il y a un régime parlementaire, il y a le principe de l'équilibre. Si c'est un régime présidentiel, c'est la séparation stricte des pouvoirs. Mais maintenant, il y a le phénomène du parti. Parce que quand on mettait en place ce système de démocratie, le parti politique n'existait pas. Maintenant, le même parti qui va être à l'exécutif va être le même au législatif, et c'est eux qui vont même nommer le pouvoir judiciaire. Donc on l'a déphasé. Donc on revient à une confusion du pouvoir. Et c'est ce qui amène cette bombe en latence qui est là. Mais est-ce que ce n'est pas une chimère que de penser pouvoir en arriver à avoir un nouveau type de Sénégalais au plan politique, qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il veut, ce qu'il fait, qui est respectueux des principes, coutumes qui fondent la démocratie, c'est-à-dire que le consensus, la concertation. Est-ce que ce n'est pas une chimère que de penser pouvoir en arriver à avoir ce nouveau type de Sénégalais-là, comme on l'a sur le plan religieux? Maintenant, ce nouveau type, les gens le pensent, et il y a certains, surtout les jeunes, il y a certains qui ont assez conscience de ça. Mais ils veulent que ceux qui les dirigent soient à ce même niveau. Mais, comme je l'ai dit, le système a déphasé tout dès le début. On a dit que certains vont aller à l'école. Et quand ils partaient à l'école, ils avaient un peu de l'enseignement religieux. Et comme on voulait en faire des commis par rapport aux colons, on a dit que là, s'ils apprennent l'enseignement religieux, ils vont être, entre guillemets, un peu têtus. Il faut faire de telle sorte que l'enseignement religieux ne leur soit pas donné. Donc l'âge scolaire a été déplacé. C'était 9 ans. Ils ont mis 6 ans. Parce que jusqu'à 9 ans, ils allaient à l'enseignement coranique. Ils avaient des bagages qu'ils avaient. Et on s'est rendu compte que pendant les vacances, ils avaient 3 mois de vacances, ils allaient vers cet enseignement religieux. Ils ont dû contrecarrer pour mettre en place ce qu'on appelle les colonies de vacances. Et là, même avant 4 ans, entre 2 et 4 ans, ils arrivaient à avoir un petit peu, et qui leur permettait de respecter certaines choses. On a mis les jardins d'enfants. Et malheureusement, aujourd'hui, à 2 ans, on met les cases des tout-petits. À 1 an, 1 mois, on met les crèches. Ça veut dire que depuis ta naissance, jusqu'à que tu arrives au pouvoir, tu n'as pas la chance d'étudier le religieux, d'avoir le contact avec ces préceptes. Tu vas avec des préceptes occidentaux et on voit comment sont les occidentaux. Et donc, ce qui fait que ceux qui dirigent ne vont pas être en face à ceux qui sont dirigés. Mais des fois, avec ceux qui dirigent les partis, on n'a pas le choix.
c'est toujours le même processus. Ce sont des gens qui ont eu le master, le doctorat, tout ça, qui vont diriger, qui sont ministres, qui sont ça. Alors que derrière, il y a des personnes qui sont tellement instruites, mais à qui ils n'ont pas de diplôme. Et on ne peut pas leur... Ou bien, il veut être maire, il ne parle même pas français. Est-ce que c'est dire que quand on parle français, on pourra gérer les affaires? On est toujours à cet état d'esprit. Et je pense qu'il y a une petite révolution qui est en train de se mettre, qui fait son petit bout de chemin en douce et qu'on crée un jour que... Alors, toute dernière question maintenant, docteur. Vous, en tant que socio-anthropologue, qu'est-ce que vous préconisez pour justement la stabilisation, l'esprit de stabilisation, de cohésion, de dynamisme social dans un pays où on a un nouveau type de Sénégalais, un nouveau type de citoyens respectueux des règles, coutumes et usages politiques, en fait, d'une société modèle. Oui, dans cette société, comme je l'ai dit, la société, elle est ce qu'on appelle la structuration, elle est structurée. Elle a été déstructurée. Elle est en train de se restructurer. Maintenant, cette restructuration, ça ne se fait pas en 1 an, 2 ans. Aucun homme politique peut venir dire que je vais régler le problème des Sénégalais. Quand ils vont venir, tu vas dire 6 là et 9. Abdou Diouf est parti, Wade est venu, on dit non, c'est pas bon, Macky va venir. Là, on dit non, peut-être Sonko, il va venir, ou bien peut-être c'est le PUR qui va venir, ou bien peut-être les autres, ils vont venir. Mais après, on se retrouvera avec des 6 et des 9. Parce que c'est le fondement qu'il faut refaire. Le fondement, ça part de l'école. Si on veut régler le problème du Sénégal, ce n'est pas pour demain. Il faut créer des hommes et des femmes qui soient capables de mener ça avec ces principes. Et il faut qu'ils connaissent ce qu'ils ont. On nous apprend l'histoire. Mais l'histoire, qu'est-ce qu'on nous apprend? On nous apprend Napoléon. La géographie, on nous apprend des choses dont on a le massif de l'Oural, de l'URSS, qu'est-ce que ça nous donne? Alors qu'ici, à côté, on ne connaît même pas notre géographie. Notre histoire, on nous a appris Charlemagne. Il faut apprendre par cœur Première, Deuxième Guerre mondiale pour réussir le bac. On te dit qui est Halima Diakhaté Kala, tu dis ah bon, je ne connais pas. Qui est Kocc Barma, je ne connais pas. Alors qu'ils ont fait le fondement. Tous les grands proverbes viennent de Kocc Barma, de Halima Diakhaté Kala, à Fass Touré. De la grande école où est passé Seydi Hadji Malick Sy, Serigne Touba, tout ça. Et on a appris à faire le Bassine Mimara. Et même ils le disent que quand on te l'apprend, tout ce qu'on t'interdit, donc c'était l'idée de Ba. Tu dois laisser Bassine. Sin ken du le sik, mim dinañ le mimal, ken du le mimal dara. Buñ ko jàngalul quand on ne l'apprend pas basin mi mana dañ la bàyyiloo dara nga bàyyi ko dañ lay sikk te kenn du la miimal dara. Et donc c'était les grandes fameuses écoles. Il y a le séminaire de Ndiarndé où Seydi Hadji Malick Sy et Serigne Touba se sont vus et ils ont échangé. Tout ça, l'histoire est muette, on ne l'apprend pas. Donc nous, on est des types de Sénégalais, on ne connaît même pas notre histoire. Quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, comment il peut développer? Il ne va pas être fier de lui-même. On a du zircon, on a de l'ilménite, mais on ne peut pas en profiter parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a. On a du gaz, on a du pétrole, on ne le sait pas. Cheikh Ahmed Tidiane, s'il a résumé, il dit que le Sénégalais, c'est un mendiant assis sur une pierre en or. Un mendiant qui s'assoit sur une pierre en or, il ne sait pas ce qu'il a. Oui, tout à fait. Mais s'il savait ce qu'il avait, personne, il ne va pas mendier. Nous, on n'est pas là pour mendier. On a une histoire très diverse, très profonde, mais on ne nous l'apprend pas. Parce que c'est le système occidental qui est là. Et c'est le même système depuis le colonialisme. Et donc, ce qui fait qu'on est toujours colonisé. Il faut se départir de ce joug. Il faut changer le système. Mais est-ce que c'est le système que dit Sonko? Mais il faut changer ce système. Mais comment? Pourtant, on ne nous a pas dit. Mais on y dit qu'il faut le changer. Moi, je dis qu'il faut le changer. Mais la réponse qu'on attend, comment on doit changer le système? Et là, il faut qu'on s'assoie. Mais vous, en tant que socio-anthropologue, est-ce que vous ne pensez que vous n'avez pas une responsabilité? Est-ce qu'il ne vous incombe pas aujourd'hui de contribuer à la conscientisation du Sénégalais et sur le plan religieux à
à la promotion de ces écoles-là que vous citiez tout à l'heure et qui ont contribué oui, à faire on a du notre Sénégal. part de responsabilité, mais la part la plus grande revient aux journalistes. Parce que c'est Cheikh Ahmed Tidiane qui ont maître à penser. Il a dit que maintenant, si on devait choisir des prophètes, ce sont les journalistes. Parce qu'ils ont la possibilité de voir le politique, le sociologue, l'anthropologue, le dermatologue. Ils ont la possibilité de les interviewer tous et de prendre cette synthèse-là et de le donner. Donc, ce sont les journalistes. Mais eux aussi, ils doivent donner la parole à qui ils doivent le donner. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de télé, ce qu'ils font, c'est du show. C'est qu'ils sont à la merci du colonialisme. Ils sont à la merci maintenant de certains pouvoirs politiques. Tout à fait. En fait, parce que la communication, elle est très importante. Même les messagers, on les appelle à Rasoul. On les a envoyés pour qu'ils communiquent. Communiquent ce que Dieu a dit. Et donc, la communication, elle est importante. Il y a certaines télés, moi, ils ne m'invitent jamais. Parce qu'ils savent que je ne serai pas à leur merci. Moi, je vais dire ce que je pense. Et donc, malheureusement, c'est des télés qui sont tellement suivies. Mais il y a d'autres télés, comme les Tawhid TV, pour les Asfiaï TV, les Mourchid TV, qui font de très bonnes émissions. Mais ils ne sont pas assez suivis parce qu'ils n'ont pas assez de force. Et l'État devait les rendre forts par rapport à ces journalismes-là. Et c'est bien de bien les former par rapport. Et qu'ils se spécialisent dans certains domaines. Mais un journaliste qui veut tout connaître, là, ce n'est pas possible. Hein. Il faut qu'il y ait des spécialisations. Quelqu'un spécialisé dans le monde du sport, ils le font. Il y a certains qui se spécialisent. Mais sur le volet politique, économique, tout ça, vous voyez des gens qui vont essayer d'avoir leur idée par rapport à tout. Donc, c'est tout un peu. Mais ils ne font pas peu de tout. Tout à fait. Tout vient à point nommé à celui qui sait attendre. Et je suis sûr que d'ici quelques mois, quelques années, Tawhid sera au devant de la scène pour cette bataille-là, pour la conscientisation des Sénégalais, pour la stabilisation des institutions, évidemment pour un développement économique et social, religieux du Sénégal que nous avons l'honneur de partager nous tous. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est la fin de cette rencontre. Nous avions eu aujourd'hui le plaisir de recevoir le professeur Mansour Ndiaye, socio-anthropologue, je le dis, qui a été formé à Bonne École. Professeur, ça a été un plaisir et une joie immense de vous recevoir ici. Merci, allez, au revoir et bonne fin de journée à vous tous.